Le padel, franchement, ça explose partout, on est d'accord? Et sur les raquettes, il y a ces fameux trous. Oui, omniprésent. Voilà. Les fabricants nous disent: «Ah, c'est aérodynamique». Mais bon, est-ce que ces trous, ils sont vraiment au bon endroit pour optimiser la vitesse, quoi? C'est un peu ça la question qu'on va creuser. Exactement. On va regarder ça de plus près sous l'angle de la physique des fluides. Et on s'appuie sur une étude scientifique assez pointue, celle de Uria Huarte, publiée en 2013. Une vraie étude scientifique, donc? Notre but, c'est de comprendre comment le nombre de trous, leur taille et surtout, leur emplacement. Oui, l'emplacement. Comment tout ça joue sur la résistance à l'air, ce qu'on appelle la traînée, et puis sur ce qui se passe derrière la raquette, l'écoulement d'air quand on frappe. Alors, qu'est-ce que dit la science là-dessus? Bon, alors, l'étude a utilisé une méthode expérimentale assez maligne. Fait intéressant, ils n'ont pas utilisé une soufflerie classique. Ah non? Non, un tunnel hydraulique. Avec de l'eau? L'avantage, c'est que l'eau est plus dense, donc on peut utiliser un modèle réduit de raquettes en acrylique dans leur cas, et on arrive à très bien visualiser l'écoulement. Malin, ouais. Et surtout, ça permet de simuler les bonnes conditions de jeu, ce qu'on appelle atteindre les bons nombres de Reynolds. En gros, s'assurer que l'écoulement autour du petit modèle est bien représentatif de ce qui se passe avec une vraie raquette. D'accord, je vois. C'est pour que les résultats soient fiables, quoi. Et pour mesurer les effets, ils ont fait comment? Alors, deux choses principales. D'abord, une balance de force très précise pour mesurer cette fameuse traînée, la résistance au mouvement. Ok. Et ensuite, pour voir ce qui se passe dans l'eau, ils ont utilisé la DPIV. C'est la vélocimétrie par image de particules. DPIV, ça a l'air compliqué. En gros, imagine qu'on éclaire des toutes petites particules dans l'eau et qu'on les filme. Ça permet de cartographier les courants, les tourbillons, tout ce qui se passe dans le sillage, juste derrière la raquette. Ah oui, d'accord. Ça permet de voir l'invisible en quelque sorte. Et pour comparer les raquettes avec différents trous, ils ont dû définir des critères, j'imagine, hein. Tout à fait. D'abord, un truc assez simple, la porosité. On lui donne la lettre grecque bêta. Bêta. La porosité. C'est juste le pourcentage de la surface de la tête qui est vide, qui est constitué de trous, simples. Ok. Mais ensuite, et là ça devient vraiment intéressant, ils ont défini un autre paramètre, la distribution de cette porosité. C'est le paramètre gamma. Gamma. La distribution. C'est-à-dire? Lui, il ne regarde pas juste combien il y a de trous, mais surtout où ils sont. Leur distance par rapport au centre de la raquette. Un gamma faible, ça veut dire que les trous sont plutôt regroupés vers l'extérieur, vers le bord. Ah d'accord. Gamma faible égale trou en périphérie. Et le résultat qu'on mesure à la fin, c'est le fameux coefficient de traînée, le CD. C'est ça. Le chiffre qui dit si ça résiste beaucoup ou pas à l'air. Et donc, ils ont testé quoi comme raquette? Une pleine, j'imagine. Oui, une raquette témoin, sans trou, appelée R0. Et puis 5 autres R1 à R5, avec différentes porosités, mais surtout différentes distributions gamma. Certaines avec les trous plutôt au centre, d'autres plus sur les bords. Bon, alors, le verdict. Qu'est-ce que ça a donné ces mesures? Alors, premier résultat un peu attendu peut-être, pour les porosités qu'on trouve habituellement sur les raquettes du commerce en gros, moins de 15% de trous, donc bêta à 0,15, eh bien la quantité de trous seule n'a pas un effet énorme sur la réduction de la traînée. Attends, ça veut dire que l'idée, plus j'ai de trous, mieux c'est pour la vitesse, c'est pas si vrai que ça. Ben, disons que c'est pas le facteur principal, en tout cas pas dans ces proportions-là. Ça confirme d'ailleurs des études plus anciennes sur des plaques perforées, c'est pas spécifique au padel. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui compte vraiment? Et c'est là que ça devient super intéressant. C'est la distribution des trous. Ce fameux paramètre gamma, gamma. C'est lui qui a l'impact le plus net. Ah, oui. Les configurations où les trous étaient concentrés près du bord extérieur, celles avec un gamma faible, comme les modèles R2 et R4 qu'ils ont testés, ces configurations-là généraient une traînée nettement plus faible. Nettement plus faible. On parle de combien à peu près? L'étude montre que ces configurations R2 et R4, avec les trous sur les bords, pouvaient réduire la traînée jusqu'à 10%. 10%. Ah oui, quand même. Par rapport à une autre configuration testée, la R3, où les trous étaient répartis plus au centre. Et cette R3, elle ressemble pas mal à certains designs qu'on voit sur le marché d'ailleurs. Donc 10%, c'est pas rien du tout dans un sport rapide comme le padel. Et la physique derrière cette histoire de DPIV, ça l'explique. Exactement. Les visualisations de l'écoulement, la DPV, montrent bien pourquoi. Les trous situés sur les bords, ils interagissent beaucoup avec l'air qui décolle des côtés de la raquette. Mhm. Ils modifient le sillage, la zone perturbée derrière, d'une manière qui est plus efficace pour réduire la traînée globale. Et les trous au milieu alors? Les trous au centre, eux, ils créent bien une sorte de fuite d'air qui va repousser un peu le sillage, mais l'effet global sur la résistance est moins bon.
C'est moins avantageux que de les mettre sur les bords. D'accord. Donc si je résume, l'argument aérodynamique des trous, oui, il tient la route, Mais mais leur efficacité dépend énormément de où on les met. Et apparemment, les designs courants ne sont peut-être pas toujours optimisés de ce point de vue-là. c'est tout à fait ça. Et il y a une autre conséquence possible qui est assez intéressante. Elle n'a pas été mesurée directement dans cette étude, mais elle est suggérée. Ah oui, laquelle? Le fait de laisser le centre de la raquette plein, sans trou, comme dans les configurations R2 et R4 qui sont bonnes pour l'aéro, ça pourrait aussi améliorer la rigidité de la raquette. Ah, la rigidité au centre, là où on frappe la balle, le sweet spot. Précisément. Et ça pourrait aussi améliorer la résistance à la fatigue. D'autres études montrent que les joueurs aiment bien sentir cette rigidité au centre. Donc ces configurations R2, R4, elles pourraient être doublement gagnantes, meilleures pour l'aéro et potentiellement meilleures pour la structure et les sensations. C'est logique. Donc, la conclusion des chercheurs, elle est assez claire finalement. Oui, assez nette. Pour optimiser l'aérodynamisme d'une raquette de padel à porosité comparable, c'est la distribution des trous qui est le facteur clé, bien plus que leur simple nombre. Et une distribution en anneaux sur l'extérieur, ça semble être le plus prometteur. Ok, message reçu. Pour que la raquette fende mieux l'air, mieux vaut mettre les trous sur les bords, et en plus, ça pourrait la rendre plus solide au centre. C'est pas juste une histoire de look donc. Exactement. Ce qui nous amène peut-être à une dernière petite réflexion. Je t'écoute. Si la physique nous dit assez clairement que les trous en périphérie, c'est mieux pour la vitesse et peut-être pour la solidité, pourquoi est-ce qu'on voit autant de raquettes sur le marché avec des trous répartis différemment, parfois plus au centre? Bonne question. Est-ce que c'est parce que c'est plus compliqué ou plus cher à fabriquer comme ça? Ou alors des questions de marketing, de design? Ou peut-être que ça joue sur d'autres choses, le son quand on frappe, les vibrations, le fameux toucher, des aspects que cette étude n'a pas regardés. Probablement un mélange de tout ça. Ouais, ça laisse matière à réfléchir pour les joueurs et puis pour les fabricants aussi, c'est clair.